Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la lumière sur une société basée à Paris, rue de Rivoli très exactement, qui s'appelle Wondercraft. Wondercraft, c'est une société française donc qui fabrique un exosquelette robotique de marche qui est conçu pour simuler le déséquilibre de la marche humaine. Il est petit à petit en train de s'installer notamment dans le milieu hospitalier et l'objectif de cette société française, c'est de fabriquer un exosquelette aussi destiné au grand public pour la vie de tous les jours. Et on en parle tout de suite avec Wondercraft. C'est parti, interview. On a créé Wondercraft en 2012, donc à l'époque avec Nicolas Simon et Alexandre Boulanger, que j'ai rejoint un peu après. L'idée derrière, c'était de se dire, on a tout un ensemble de personnes qui ont des forts besoins de mobilité. Ces besoins en mobilité, aujourd'hui, il n'y a que le fauteuil roulant qui essaye d'y répondre, mais il n'y arrive pas complètement. Parce que quand vous êtes en fauteuil, vous ne pouvez pas prendre le métro. La plupart des appartements dans Paris, vous ne pouvez pas y accéder parce que c'est non prévu pour. Et il y a plein d'endroits qui vous sont interdits. Ça, c'était le premier aspect des choses. Le deuxième aspect, c'est que il y avait des technologies qui évoluaient très, très vite et qui commençaient à devenir un peu matures dans le domaine de la robotique, où on voyait qu'il y avait des robots qui commençaient à marcher de manière humanoïde ou presque humanoïde. Et on s'est dit que ce besoin qui n'a pas sa réponse aujourd'hui et cette techno qui n'a pas vraiment de marché non plus, en fait, c'est l'occasion de mettre les deux ensemble et de faire quelque chose qui va avoir un très, très fort impact sur la société, la vie de tous les jours de dizaines de milliers, centaines de milliers et en fait de millions de personnes. Évidemment, Wondercraft, c'est un exosquelette donc Atalante qui est conçu donc pour simuler en fait le déséquilibre de la marche humaine. Et bien évidemment, c'est un objet, on va dire entre guillemets, un objet d'accompagnement, mais qui deviendra l'objet du futur de demain pour les soignants, pour les hôpitaux, pour les centres de rééducation. Exactement. En fait, dans notre histoire, on a commencé par travailler vraiment sur la partie algorithmique chez Wondercraft, en se disant qu'est-ce qui existe aujourd'hui. On avait cette vision qu'il y avait un besoin d'un côté, qu'il y avait une techno de l'autre. On a commencé par regarder ce qui existait sur le marché en fait. Est-ce que d'autres personnes que nous avaient eu cette idée d'un robot qui aide à faire marcher les gens? Et très vite, on a réalisé que oui. On n'était pas les premiers à y avoir pensé. Le concept d'exosquelette, en fait, est très ancien. On le retrouve dans la littérature déjà dans les années 70 et même avant ça. Dans les années 2000, des premiers exosquelettes avaient vu le jour. Donc, certains de nos concurrents aujourd'hui. Ces exosquelettes, ils étaient très impressionnants. Ils faisaient remarcher des gens. Mais par contre, il leur manquait une caractéristique fondamentale, c'est l'équilibre. C'est quelque chose de très, très, très difficile de gérer l'équilibre bipède. Parce qu'en fait, dès qu'on lève un pied pour avancer, on commence à tomber. Et ces exosquelettes qui existaient, ils n'avaient pas cette partie-là. Dans notre esprit, très vite, s'est fait l'idée ou la conviction que si on voulait faire quelque chose de mieux, de vraiment efficace, il fallait qu'on ait la théorie scientifique et algorithmique derrière qui permette de gérer cet aspect-là. Et on s'est rendu compte que ça allait être un très long chemin, en fait. Qu'il y avait beaucoup d'étapes et beaucoup de stades. C'est-à-dire que gérer l'équilibre sur un sol plat, c'est une première étape. Ensuite, gérer l'équilibre dans un sol accidenté sur du sable ou des graviers, c'est encore une étape. Gérer des marches. Et donc, on voyait toutes ces étapes et on a eu une approche de se dire, OK, plutôt que de chercher d'un coup à faire le produit ultime qui va répondre à toutes les situations possibles, ce qui risque de nous perdre en route, essayons de nous rapprocher le plus vite possible des utilisateurs, de mettre notre device dans les mains d'utilisateurs. Parce qu'en fait, c'est eux qui nous feront les retours ensuite, qui nous permettront de l'améliorer au fur et à mesure. Et notre premier produit, qui est un dispositif médical, Atalante, il est prévu pour les centres de soins. Il est prévu pour faire de la rééducation à la marche, pour faire de la verticalisation, pour solliciter le plus possible les personnes après leur accident. Et c'est ça le premier produit sur lequel qu'on a réussi à lancer, qu'on a marqué, qu'on commercialise aujourd'hui. L'équipe de Henri Mondor, du professeur Graciès, qui est vraiment une sommité en marche et en rééducation, vient de s'équiper de notre exosquelette Atalante. On va les livrer à la rentrée pour qu'ils puissent commencer à utiliser l'exo. Et effectivement, c'est une équipe qui a beaucoup été impliquée dans la lutte contre le Covid parce qu'il récupérait en rééducation beaucoup de patients qui avaient besoin de rééducation suite au Covid. Il faut savoir que dans le Covid, il y a une phase qui est très aiguë où un certain nombre de patients passent même en réanimation. C'est là où il y a le plus gros risque pour le patient. C'est là où c'est la lutte est vraiment. Pour ceux qui réussissent à passer cette étape, c'est pas fini en fait. Derrière, il y a souvent des séquelles très très importantes qui font qu'il y a un besoin de rééducation. Mais notre vision,
c'est de se projeter plus loin que ça en fait. C'est l'exosquelette qu'on va trouver dans la rue, qu'on va trouver au domicile des gens, avec lequel les gens pourront retourner au travail. Nous, on voit quand même plus loin que ça. Et c'est un peu pour ça qu'on a Jérémy. Moi, je travaille du coup sur une deuxième version de l'exosquelette. Ouais. Une version qui à plus long terme devra devenir une version personnelle. Et l'idée, en fait, c'est que ça rebalance totalement le contexte d'usage, en fait. Donc, il faut absolument réussir à penser pour et par l'utilisateur. D'où l'étude qu'on a lancée en ligne, qui est une analyse en fait sous forme d'un sondage qui permet d'étudier en fait la perception, chercher à étudier la perception des gens, notamment pour les aspects formels de l'exosquelette, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va évoquer. Donc l'idée c'est vraiment de mêler à la fois l'ingénierie et le design pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que notre exosquelette il va être accepté, c'est l'idée de l'acceptabilité. Il faut que les personnes puissent l'utiliser tous les jours dans la rue, chez eux, et donc voilà, on veut essayer de maîtriser ce côté perceptif. Alors, vous parlez de cette étape, donc qui est plutôt l'étape, on va dire, hospitalière, et puis je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'étape grand public. On va dire au niveau temporel, on parle de quoi? On parle de la fin des années 2020, on parle de 2022, 2023 Non, c'est pas la fin. On veut être beaucoup plus rapide que ça. On sait qu'on a encore quelques années devant nous avant de sortir un produit grand public parce que c'est très difficile. Il faut avoir vraiment atteint un niveau de fiabilité très important. Après, quand on voit la vitesse à laquelle on progresse, on est confiant dans le fait on parle plutôt de quelques années que d'un horizon temporel de 10 ans, quoi. Après, faut bien se rendre compte que les premiers pas avec impatience, c'est même pas il y a 3-4 ans en fait. Et à cette époque, le dispositif, ce qu'il était capable de faire, c'était un pas en avant. Et en fait, en quelques années, on est passé de ça à aujourd'hui, on a un dispositif qui est capable de faire des grandes enjambées, de marcher avec pas mal de patients en complète autonomie. C'est ça, il faut bien rappeler qu'on est au tout début en fait de l'exploitation de ce marché et que ça peut aller très vite ensuite derrière, comme tout nouveau marché, tout marché naissant en fait. C'est ça, en fait, aujourd'hui on est vraiment dans une phase où on apprend beaucoup et on progresse beaucoup. Et c'est ça qui est enthousiasmant dans l'aventure de Wondercraft. Le coût, on va dire, approximatif aujourd'hui d'un exosquelette, ce que ça représente en développement, en production, c'est quoi? On est sur des niveaux… En développement, en fait, si on regarde toute l'histoire de Wondercraft, on a levé à peu près 30 millions d'euros auprès d'investisseurs. D'accord. Je vous rassure, il nous en reste une bonne partie. Après, le coût de production, c'est quelque chose qui est très dépendant de la quantité qu'on fabrique. C'est-à-dire que les premiers protos, ils nous ont coûté sûrement plusieurs centaines de milliers d'euros parce qu'il a fallu faire les pièces unitairement, qu'il a fallu en refaire plusieurs, etc. Notre ambition sur une version grand public, c'est que ça coûte moins cher à produire qu'une voiture en fait. Et il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher à produire qu'une voiture parce qu'il y a moins de composants dedans, il y a moins de matière. La complexité, ça se discute, mais on pense qu'il devrait y avoir moins de pièces au final. Sur les composants, aujourd'hui, sur les matériaux, on est sur quel… Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'alu, il y a un peu d'acier, il y a un peu de fibre de carbone, il y a un peu de plastique. Après, je ne sais pas si Jérémy, tu as des idées de ce que tu voudrais voir dans le futur sur l'exo peut-être. Mais… Bien sûr, mais il y a aussi une partie veille matière qui est en cours. Et par exemple, aller chercher des matières plus souples, ça peut être une bonne solution parce que quand on imagine la situation d'usage en extérieur ou même en intérieur, on va se cogner partout. Il va aussi falloir que les coques d'habillage résistent. Et donc aussi pour aller chercher l'anthropomorphie, une solution souple par exemple, ça peut être la voie future. D'accord. Et le poids idéal que vous aimeriez atteindre pour une version grand public? Alors c'est une question qu'on a beaucoup, le poids. C'est naturel en fait quand on réfléchit à l'exo. En fait, ce qu'on visualise, c'est quelque chose qui est devant soi. En fait, il faut avoir conscience que l'exo, il n'est pas devant soi, il est autour de soi. En fait, c'est l'exo qui porte la personne. L'exo, c'est pas quelque chose qu'on voit à distance, c'est quelque chose qui est sur nous. Quand on est dans une voiture, on a une petite sensation de son poids, mais c'est pas vraiment le poids de la voiture qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est qu'elle soit capable de se déplacer elle-même et nous. C'est un peu la même chose avec l'exosquelette. Ce qui est important, c'est qu'il soit capable de se déplacer lui-même et nous. On sait qu'un corps humain, par exemple, pour être capable de s'auto-déplacer, il a un certain poids parce qu'en fait, il faut les muscles pour déplacer le corps humain. Et donc, on sait que ça pourra pas être complètement décorrélé, le poids de l'exosquelette, de la personne qu'il a besoin de déplacer. Donc, on sait que ce sera peut-être quelques dizaines de kilos forcément. L'encombrement va aussi définir les cas d'usage pratiquement plus que le poids. Donc, c'est vrai qu'on a des objectifs sur le poids de le réduire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, que ce soit pas trop lourd, que ça puisse être déplacé, que ça pose pas de problème en soi. Par contre, on a des objectifs encore plus contraignants sur l'encombrement parce qu'on veut pouvoir s'asseoir n'importe où, aller au bar et pas avoir de problème. La mesure du succès, c'est de descendre de chez soi dans la rue et de croiser quelqu'un qui va qu'à ses occupations en exosquelette en fait. Et vraiment, c'est ça notre objectif, c'est que
ça choque personne de voir quelqu'un déambuler sur sa trottinette électrique aujourd'hui. Il faut que ça ne choque personne demain que de voir des gens qui vont et viennent et se font leur vie avec leur exosquelette, quoi.